Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci d'être avec nous tous les dimanches. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ou réécouter nos émissions sur l'application Sud Radio ou sur évidemment sudradio.fr. La question d'éducation, elle nous concerne tous, que nous soyons parents, élèves, enseignants, et on a à cœur de répondre à toutes vos préoccupations. Aujourd'hui, on va se poser une question très importante. On parle beaucoup du nombre de vacances scolaires dont disposent nos enfants. Eh bien, est-ce qu'il y a trop de vacances? Comment peut-on occuper nos enfants intelligemment pour être sûr de ne pas perdre les bénéfices de toute une année scolaire? Emmanuel Macron le dit chaque année, il faut baisser le temps des vacances, mais on ne voit rien pour l'instant. Est-ce que ce serait une bonne chose? Pas sûr. Je pense que ce qui est important, c'est la qualité de ce que vous allez mettre en place pour votre enfant afin qu'il reste compétent et qu'il puisse se réapproprier une rentrée avec efficacité. Donc vous allez voir, il n'y a pas que des cahiers de vacances pour apprendre. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 sur Sud Radio. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Manon Doza. Bonjour. Coach scolaire pour Academia. Alors je disais en préambule, le sujet des vacances d'été trop longues revient assez régulièrement dans la bouche de nos politiques. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a trop de vacances ? Alors, pas forcément trop de vacances. C'est important de pouvoir couper au niveau, pour pouvoir repartir du bon pied. C'est important d'avoir une vraie coupure et de pouvoir profiter aussi. Et 2 mois de vacances, ça vaut l'été. Hein. On parle des vacances d'été. Hein. Oui. 2 mois de vacances, ça vous semble pas trop pour ne pas complètement couper, oublier? C'est aussi nécessaire, c'est le temps nécessaire, je pense, pour aussi souffler et pouvoir couper. Et on voit qu'en réalité, c'est assez commun, un peu chez nos voisins aussi, quoi. Alors oui, j'ai vu que chez nos voisins, c'était assez similaire parce qu'il arrive, la Hollande notamment, ils ont moins de vacances d'été, mais en revanche, elles sont réparties sur les autres vacances. Donc finalement... en somme de semaines de vacances, ça fait à peu près la même chose. Oui, ça revient à peu près à la même chose. Et puis on voit qu'en termes de nombre d'heures travaillées, entre guillemets, par an, en fait, la France se situe un peu plus au-dessus. Il y a des voisins qui auront jusqu'à 12 semaines l'été, mais moins le reste de l'année. Il y en a aussi qui ont moins d'heures de cours par jour, mais ça reste assez similaire en réalité. Quand on fait les comptes à la fin, c'est à peu près similaire. Est-ce que pour vous, c'est handicapant, cette absence de l'environnement scolaire? Non, parce que ça va être vraiment l'occasion aussi de travailler d'autres compétences. Il ne faut pas oublier qu'à l'école, on apprend pour la vraie vie, quelque part. Donc aussi, c'est important d'apprendre différemment. C'est plutôt la qualité des vacances, ce que vous disiez. C'est plutôt la qualité, qu'est-ce qu'on va en faire, qui est important. Mais ça peut vraiment être une occasion, une opportunité. Donc voilà, il faut bien les occuper simplement. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, alors il y avait... Deux côtés, il y avait le côté des les vacances, c'est fait pour se reposer, donc on touche plus un cahier. Et puis il y avait ceux qui étaient plutôt partisans de non, cahier de vacances, il faut absolument entretenir, parce que sinon on arrive à la rentrée et plus rien. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il y a un juste milieu, il y a d'autres manières d'apprendre? Oui, alors ça dépend. C'est une réponse que les parents n'aiment pas trop, ça dépend, mais ça dépend aussi de votre enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont aimer. Moi, je me souviens supplier mes parents d'acheter des cahiers de vacances. J'aurais acheté vraiment tout le rayon. J'aimais ça, mais bon, j'en ai fait mon métier d'apprendre à apprendre. Donc, quelque part, c'est une suite logique. Donc, si l'enfant a envie, parce qu'il aime le travail scolaire un peu plus ludique, alors profitez-en et nourrissez ça, absolument. Par contre, si votre enfant a brûlé tous ses cahiers dès le dernier jour de classe, peut-être que c'est l'occasion pour lui aussi de couper un bon coup, et rien n'empêche de s'y remettre un peu avant, mais il a certainement besoin de souffler, donc c'est à écouter aussi. D'accord. Je pense, parce que il y a différents cas de figure, mais les parents se retrouveront. Je pense à un élève, par exemple, qui a eu de sérieuses difficultés dans une matière. Est-ce que les vacances, c'est le bon moment pour essayer de rattraper cette matière, ou est-ce qu'il est trop tard et c'est pas la peine qu'il soit complètement la tête dans le guidon et puis l'effet va être pire? Quelle est la bonne solution pour que ce soit pas contre-productif, justement? Pour éviter que ce soit contre-productif, il faut écouter l'élève. Il y a des élèves que ça stresse énormément
de ne pas maîtriser, de se dire je vais arriver à la rentrée, je ne saurais pas faire. Donc cela, c'est important de pouvoir leur proposer, peut-être voilà, pendant 1 semaine, 2 semaines. Ce que je te propose, c'est qu'on travaille, on reprend les choses. L'idéal, c'est quand même de couper au début et puis de faire ça plutôt à la fin en disant voilà, tu vas reprendre la rentrée sur de bonnes bases. Donc voilà, si ça stresse l'élève, c'est aussi important de répondre à ça. Si l'élève veut pas en entendre parler, bon, on va le faire de manière peut-être un petit peu plus subtile ou différemment, voilà, selon les cas. D'accord. Donc quand il s'agit de consolider, on va dire, un niveau ou essayer de maintenir un niveau, qu'est-ce que vous conseillez? C'est une bonne chose les cahiers de vacances ou pas finalement? Oui, c'est une bonne chose parce que souvent c'est travaillé de manière un peu plus ludique, c'est sous forme voilà, d'histoire, souvent visuellement c'est assez sympa. On peut se donner un objectif de 1 page par jour par exemple. L'avantage des cahiers de vacances, c'est que en fait la mémoire, elle fonctionne un peu comme un chemin. Plus vous prenez un chemin, plus vous allez ancrer la connaissance, donc et plus voilà, le chemin sera facile pour mémoriser, pour récupérer cette information. Si on ne sollicite pas du tout ces compétences-là pendant 2 mois, d'ailleurs, essayez d'écrire. Je pense qu'on a tous ce souvenir, moi, de ne pas écrire du tout pendant 2 mois et de reprendre au lycée, de revenir et d'avoir mal au poignet le premier jour ce que vous réécrivez. Donc, les compétences, on perd de la compétence à ne pas revenir sur les connaissances. Donc, ça permet quand même de réactiver. Donc, c'est un bon moyen ludique et pas trop lourd de quand même voilà, maintenir un petit peu les notions. Il y a des parents qui déplorent le fait que leurs enfants ne lisent plus du tout. Parce que, notamment avec les réseaux sociaux, bon, la connaissance, ils peuvent l'avoir par d'autres moyens, mais c'est vrai que la lecture, le plaisir de la lecture, toute la richesse que la lecture peut vous apporter dans des domaines tellement différents, est-ce qu'il y a un moyen, pendant les vacances, de redonner envie à un élève, à un jeune, quel que soit son âge d'ailleurs, de lire? D'abord, la première chose, c'est de lire nous-mêmes. Parce qu'un enfant, il va faire par mimétisme aussi. Donc, s'il nous voit lire, si on ne fait que lui dire que lire, c'est important, sans nous-mêmes jamais lui montrer qu'on ouvre un livre, forcément, il y a un petit peu de dissonance. Quand ils sont petits, mais quand ils sont au lycée, vous croyez qu'il y a le mimétisme encore? Un peu plus grand, implicitement un peu. Mais le plus important, c'est de montrer que la lecture, c'est un plaisir. Donc, profitez-en pour dire, voilà, bah, par exemple, voilà, là on va à la librairie où on regarde, voilà, il y a plein de sites d'occasion aussi pour les livres, de dire, prends ce qui t'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse? Même un élève qui adore les jeux vidéo, il y a des livres hyper intéressants sur l'histoire des jeux vidéo, même les jeux vidéo. Essayez de les avoir un peu avec ce qu'ils aiment, parce que c'est comme ça qu'on va leur faire développer du plaisir. C'est sûr que si vous leur proposez de lire Stendhal pendant l'été, il est possible que vous ayez quelques résistances. Par contre, si c'est leur centre d'intérêt, donc voilà, des mangas, des BD, il n'y a pas de petite lecture. Vraiment, la lecture, il faut que ça soit du plaisir, donc commençons par ça. Absolument. Même un livre de cuisine. Absolument. Alors, si vous êtes un élève qui n'aime pas vraiment l'école, est-ce que pendant l'été, il y a des choses qu'on peut lui faire pour essayer d'à nouveau reprendre le goût pour les cours, pour chaque matière, pour s'enrichir personnellement, pour élargir ses connaissances et sa culture? Absolument. La réussite, c'est aussi sous-tendu par des compétences. Donc, en classe, on voit beaucoup de notionnels, de connaissances, mais il faut aussi beaucoup de compétences. On parle beaucoup aujourd'hui des soft skills, mais c'est quelque chose qui est très recherché dans le milieu professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ça va être la créativité, l'esprit d'équipe, l'organisation, la méthode, le fait de pouvoir s'adapter. Et ça, en fait, au cours de l'année, ils ne le développent pas vraiment, sauf s'ils ont des activités extrascolaires. Mais les vacances, c'est vraiment l'occasion de travailler ces compétences-là qui vont vraiment soutenir en fait l'école. Et après, il y a une compétence indispensable qui est la curiosité. C'est à la base vraiment de l'apprentissage. Des fois, ils l'ont plus pour l'école parce que ça n'a pas trop de sens pour eux ce qu'ils apprennent. Mais travailler la curiosité en dehors, alors il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres, mais leur redonner ce goût-là. On est fait pour être curieux. Par exemple, quelles activités on peut proposer à des jeunes pour justement développer cette curiosité? Ça peut être bien sûr tout ce qui est culturel, etc. Mais maintenant, il y a quand même pas mal de
d'expos, de musées qui proposent des choses vraiment ludiques, mais aussi qu'est-ce qui t'intéresse toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de voir? Donc, bien sûr, les voyages, les conversations, il y a plein de moyens, mais développer les compétences, ça peut être aussi, vous parliez du livre de cuisine, par exemple, pour développer la lecture, mais par exemple, cuisiner avec ses enfants, c'est un très bon moyen de réinvestir des maths, de coincer quelques notions de chimie, mine de rien, et aussi, ça fait vraiment travailler la planification, l'organisation, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre le lait avant les œufs quand vous mélangez avec la farine, ça fait des grumeaux, ça ne marche pas. Et bien, leur expliquer que faire d'abord ça, ensuite ça, prendre le temps de laisser reposer, puis ensuite, voilà, ça, donc, ce sont des compétences d'organisation. C'est prendre le prétexte, finalement, d'une activité pour venir apporter la connaissance et développer l'envie et la curiosité sur une matière quelle qu'elle soit. Finalement. Exactement. Par exemple, il y a une activité qui est très sympa à faire en famille, parce que le partage va créer aussi du plaisir. C'est les escape games, par exemple. L'été, il y a plein de villes qui le font en extérieur en plus, donc c'est super, mais il y en a en intérieur. Ça, c'est super. Vous avez du plaisir, de la curiosité, de la réflexion, le temps imparti. Donc, ça fait développer beaucoup de choses. Voilà, travailler ensemble, réfléchir un petit peu différemment. Ça développe la créativité, un peu la gestion du stress. Ça peut faire développer plein de choses. Bah voilà, ça, c'est le genre d'activité, l'été, c'est super et ça fait développer plein de compétences. Et c'est ludique. Et c'est ludique. Et c'est plus agréable que d'être devant un cahier de vacances. Et on peut faire ensemble en plus aussi. On se retrouve dans quelques minutes. On laisse passer une page de pub. Vous restez avec nous, avec Manon Doza, qui va vous donner des solutions pour que justement cet été soit utilisé de manière la plus intelligente possible. Oui. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler de l'été. Comment occuper son été intelligemment quand on est un écolier, un collégien, un lycéen et qu'on souhaite surtout renforcer son niveau, mais d'une manière sympa, ludique évidemment. Alors il y a 2 points importants que nous n'avons pas encore évoqués, c'est la méthodologie et l'organisation, très importante, qui souvent, eh bien, faut le dire, sont négligés. Alors j'imagine par manque de temps, mais qui sont des leviers énormes de réussite. Absolument. N'est-ce pas, Manon? Absolument. C'est vraiment très important. Et l'organisation, en fait, ça peut être travaillé assez facilement pendant l'été parce qu'on a plus aussi de temps et d'espace pour prendre de nouvelles habitudes, de mettre en place de nouveaux rituels, etc. Donc c'est vraiment très utile. Et puis ça peut être travaillé en famille aussi, voilà, de plein de manières différentes. Alors, c'est essentiel dans le parcours de réussite d'un élève, on est d'accord, avoir de la méthode, être organisé. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement? Est-ce que vous pouvez rappeler à chacun, avoir de la méthode, la méthodologie, qu'est-ce que ça sous-entend exactement? Alors, faire preuve de méthode, être organisé, moi je dis souvent que c'est savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Voilà. Alors, d'accord, donc quoi faire? Le choix de la matière. Quand le faire? À quel moment de la journée? Oui, ça peut être donc construire un planning. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai à reprendre, par exemple? Donc, si pendant les vacances, on veut reprendre certaines notions, on va lister, mais ça peut être fait sur plein d'autres domaines, c'est-à-dire mes points forts, mes points faibles, qu'est-ce qui me reste à travailler et quand est-ce que je vais le faire et de quoi j'ai besoin pour réussir. Donc ça, on voit qu'on peut le travailler sur la partie notionnelle vraiment scolaire, mais ça peut être travaillé aussi de plein de manières différentes. Par exemple, proposer à votre enfant d'organiser les vacances avec vous. Ça, c'est un très bon moyen de travailler plein de compétences, d'anticiper, de prendre des responsabilités, de planifier les choses, donc de les impliquer dans des choses quotidiennes. Souvent, en tant que parents, on est des champions de l'organisation, on doit tout gérer, le planning familial, etc. Impliquons-les dedans et vous allez voir qu'ils arriveront bien mieux à gérer leurs devoirs tout au long de l'année. Les obliger finalement à jouer un rôle. Oui, absolument. À la fois dans la famille et dans l'organisation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aussi, c'est très important de responsabiliser les enfants. Alors à hauteur de en fonction de l'âge, on va les responsabiliser différemment. Mais c'est vraiment très important de les impliquer et de partager un petit peu. Déjà, ils seront un peu plus compréhensifs avec nous quand ils auront compris toute l'énergie que ça demande d'organiser une vie familiale. Mais ça leur permettra eux-mêmes de mieux s'organiser. Plus ils vont grandir, plus ils seront capables de prendre en charge
aussi leurs propres apprentissages. Donc ça peut vraiment l'univers domestique est vraiment un très bon terrain d'entraînement pour l'organisation scolaire, parce qu'en réalité c'est la même chose. D'une manière générale, est-ce que vous avez des exemples de ce que vous proposez à des lycéens? Parce que les plus grands, je trouve que c'est toujours un peu plus compliqué que les plus petits en termes de méthodologie. Oui, c'est un petit peu différent. Alors souvent, il y a le côté, c'est plus compliqué avec les parents, parce que souvent, il y a un besoin d'autonomie qui est important. Mais aussi, ils ont quand même envie de s'organiser parce qu'ils voient l'intérêt. Ils en sont aussi plus capables. C'est-à-dire qu'au collège, en fait, le cerveau n'est mature qu'environ à 25 ans. D'accord ? Donc les compétences, elles se développent. Au collège, l'autonomie, elle est limitée, alors qu'au lycée, ils sont capables de plus de choses. Sauf que jusqu'ici, ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Donc c'est vraiment quelque chose que on peut travailler avec eux en leur montrant l'intérêt, tout ce qu'ils vont gagner à être organisés. C'est comme ça qu'on arrive à le faire. Si c'est simplement quelque chose qui s'impose à eux, tu dois le faire parce qu'il faut le faire. C'est la contrainte. Voilà. Et ni vous ni moi n'aimons ça non plus. Alors que si on dit, si tu es bien organisé, tu vas récupérer du temps personnel, tu seras plus efficace et tu auras de meilleurs résultats. Gagnant sur tous les tableaux. Moi, il check, il n'y a pas de problème ici direct. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la méthode et l'organisation ne sont pas plus développées dans les établissements? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon vous, les profs ne peuvent pas donner à la rentrée ou avant les vacances un petit enseignement sur la méthodologie, sur l'organisation? Tiens, je vous conseille parce que voilà ce que vous pouvez faire pour... C'est vrai que certains enseignants le font, mais encore très très peu. Certains vont travailler la méthodologie, parce que la méthode et la méthodologie c'est différent, mais ils vont travailler la méthodologie de leur propre matière. Donc expliquer, c'est quoi la méthodologie d'une dissertation. Ça, ils vont le travailler. Par contre, il y a une compétence qui n'est pas développée, et pourtant nos chercheurs vraiment essayent de vulgariser, de faire beaucoup de pédagogie là-dessus. C'est l'importance d'apprendre à apprendre. Ça, c'est pas encore tout à fait arrivé à l'école, effectivement. On espère que ça va arriver. Et c'est ce qu'on fait beaucoup en coaching scolaire. Comprendre comment je fonctionne pour développer mes propres stratégies et apprendre. Et justement, on parlait du sujet des vacances. Les vacances, c'est vraiment une très belle opportunité pour ça. Prendre le temps de s'observer. Est-ce que je suis plus efficace le matin ou l'après-midi ? Est-ce que je préfère apprendre en bougeant, par exemple ? Est-ce que je peux m'entraîner à faire plus de schémas, etc., pour tester des choses et donc mieux me découvrir et mieux savoir ce qui marche pour moi. Est-ce qu'il y a des exercices, vous, par exemple, en coaching, est-ce que vous leur donnez, est-ce que vous avez des exercices à leur donner? Est-ce qu'on a des exercices pour apprendre à être méthodique, pour apprendre à être organisé? Bien sûr, oui, bien sûr. On a on est tous différents sur certaines choses, les moments, etc. Ça s'observe. Par contre, le fonctionnement du cerveau, dans les grandes lignes, il est le même pour tous. Et donc, on a des vrais outils et des vraies clés à apporter aux élèves en leur expliquant comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne l'attention, comment on consolide des apprentissages. C'est quoi la différence entre apprendre et réviser, par exemple ? Donc ça, on va leur expliquer. Il y a une partie vraiment notionnelle. Et dès que je sais mieux comment je fonctionne, là aussi, je reprends beaucoup de pouvoir sur ma manière de faire et sur mes méthodes. Donc, oui, c'est sûr. Voilà, il y a beaucoup de clés à leur transmettre. Alors, pour l'organisation, il y a certainement des petites choses quand on est en vacances, dans l'organisation des vacances, vous le disiez tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il y a comme petites choses, comme petits tests qu'on peut leur faire aussi pour les aider sur l'organisation cette fois? L'organisation, ça peut être... Des fois aussi, l'été, il y a un peu plus d'autonomie parce qu'en tant que parent, souvent, on n'a pas 2 mois de vacances comme les élèves. Donc, c'est aussi l'occasion de développer leur autonomie. Par exemple, le lycéen qui va rester plus seul chez lui la journée, ça peut être aussi... donner une liste de tâches qu'on va co-construire en disant peut-être que tu peux participer différemment, et l'élève va apprendre à timer, à donner un temps à chaque tâche, à savoir comment il le fait, et ça peut être intéressant de débriefer à la fin de la journée comment tu t'y es pris. Est-ce que tu t'es débarrassé un peu des tâches au début de la journée? Est-ce que tu as plutôt fait à la fin? Comment tu t'y es pris? Et montrer qu'on peut réfléchir son organisation en permanence et sur un peu tous les sujets. Donc, c'est toujours questionner, en fait. Il n'y a pas forcément de choses concrètes. On peut utiliser absolument chaque moment, quasiment, et chaque événement familial pour questionner les méthodes et faire prendre conscience aux élèves que pour tout ce qu'ils entreprennent, en réalité, ils utilisent des stratégies
plus ou moins efficaces. Et donc, nous, on va essayer de montrer que plus elles sont efficaces, plus aussi c'est valorisant, plus c'est agréable. Et donc, leur montrer toujours l'intérêt et le sens que ça a. Voilà, pour pas que ça s'impose à eux une fois de plus. Donc, finalement, passer un été intelligemment, c'est-à-dire donc être capable de traverser 8 semaines de vacances avant la reprise des cours, ça passe par quelle règle d'or ? Ça passe par essayer de toujours chercher à développer des compétences. Voilà, peu importe quelles qu'elles soient, et de reprendre du plaisir dans les choses. Donc, il y a beaucoup d'élèves pour qui c'est compliqué le domaine scolaire parce que ça peut leur paraître rigide. Montrons-leur qu'apprendre, c'est dans toutes les sphères de la vie et qu'à l'école, on apprend pour la vie. Donc là, on a 2 mois de vie sans contrainte et de leur donner envie d'apprendre, envie d'être curieux, du plaisir là-dedans. Et si on trouve du sens à apprendre, on arrivera plus facilement à le trouver aussi à l'école et donc ça crée de l'engagement, ça crée de la motivation, ça crée du bien-être à l'école. Et voilà, c'est un cercle vertueux. Est-ce que les parents vous semblent un petit peu perdus face à cette organisation, cette méthode? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas... Enfin, les parents n'ont pas le temps, quelque part. Oui, même pendant les vacances, ils sont sur tous les fronts, comme d'habitude. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de se dire qu'on doit, en plus, rajouter la possibilité de trouver les activités ou éventuellement les questions qu'on peut poser pour leur permettre de réfléchir, pour leur permettre de raisonner sur ce que... Donc ça veut dire faire appel à une aide extérieure finalement. Oui, alors c'est aussi une bonne occasion de déléguer. Effectivement, on voit que souvent l'été aussi, on va chez les grands-parents, en colo, etc. Donc ça c'est super parce que ça permet de développer d'autres compétences. Mais ça peut être aussi justement lâcher peut-être un peu avec le scolaire pendant l'été, ne pas se mettre trop de pression. Et par contre, moi c'est ce que je conseille souvent à mes élèves, lâcher, profiter. Par contre, les 2 semaines avant la rentrée. Nous par exemple, moi je prenais les élèves pour faire une sorte de stage de pré-rentrée. Souvent on parle de ça, de travailler en pré-rentrée. Comme ça, on lâche pendant l'été. Par contre, la semaine ou les 2 semaines avant, on se remet dans le bain et on retravaille. Et donc ça peut être tout à fait délégué parce que les parents, quand ils reprennent le travail, ils ont souvent autre chose aussi en tête. Et on voit que la scolarité, c'est dur de gérer la scolarité avec nos propres enfants. Donc, non, mais voilà. c'est clair. Mais là, ça veut dire que donc la semaine et les 2 semaines qui précèdent la rentrée scolaire, c'est quand même très efficace. Oui. De se remettre au bout du jour, de se remettre dans les matières pour pouvoir démarrer sa scolarité efficacement. Ça, c'est important. Je vous ai beaucoup dit que c'est important de souffler, de faire autre chose pendant les vacances. Mais ça, c'est aussi possible de lâcher complètement si on sait qu'on va reprendre un peu ses marques avant. Et effectivement, re-rentrer dans les apprentissages en pré-rentrée, ça permet de revoir un peu tout ce qu'on a un peu oublié pendant les 2 mois et aussi de se remettre en posture d'élève pour mieux attaquer la rentrée, parce que sinon on voit des élèves qui arrivent fin septembre, ils ont encore les doigts de pied en éventail sur leur transat, ils n'ont pas encore atterri. Donc ça leur permet d'atterrir plus vite et de ne pas louper un mois de... Un mois de rentrée scolaire. C'est sûr. Merci Manon Doza pour tous ces conseils. Je vous retrouve pour ma part dimanche prochain. Vous n'hésitez pas, si vous voulez témoigner, nous donner certaines de vos suggestions. Vous pouvez le faire sur laviesenmieux@sudradio.fr et bien sûr, réécouter toutes nos émissions sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. À dimanche prochain. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.